Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La pose de la première pierre du stade olympique cet après-midi à Diamniadio. L'infrastructure d'une capacité de 50 000 places va coûter 150 milliards de francs CFA au Sénégal. Une médiation pour sensibiliser les populations de Toubatoul. Elle refuse en effet de payer l'impôt et le paiement de la facture d'eau, une situation qui a paralysé le fonctionnement du forage et de la collectivité locale. La décision du chef de l'État de suspendre l'acquisition des véhicules de service et de fonction jusqu'à nouvel ordre, saluée par des Sénégalais. La coordonnatrice de Arlignebok, elle, affiche son scepticisme, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis 72 heures après l'incendie qui a occasionné quelques dégâts, le restaurant central de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a repris du service. Le directeur général du COUD annonce des mesures pour éviter des incidents de ce genre. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Direction Diamniadio pour y retrouver Pape Faraning. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Oui, Pape Faraning, le chef de l'État, a procédé cet après-midi à la pose de la première pierre du stade olympique. Un bijou de 150 milliards de nos francs sera érigé dans cette nouvelle ville de Diamniadio. Sertigan, un stade de 50 000 places répondant aux normes de la FIFA, un ouvrage ambitieux qui va permettre aux footballeurs sénégalais d'évoluer dans un stade digne de son nom, selon le président de la République. Même si l'idée, je vous rappelle que le chef de l'État l'a rappelé lors du mondial russe, avait assisté au match Sénégal-Pologne. C'est pour cela qu'il avait demandé au président de la FIFA combien coûte ce stade. C'est pour cela que le président de la République veut que le Sénégal, au-delà des Jeux olympiques de la jeunesse, le Sénégal demande l'organisation d'une Coupe d'Afrique à partir de 2023. Et selon le président de la République, les clés de stade seront livrées le 20 août 2021, c'est-à-dire dans 17 mois. Mais aussi le ministre des Sports a répondu à ses détracteurs qui parlaient que ces stades étaient trop chers. Mais pour lui, ces stades, le Sénégal n'aura à envier à aucun pays. Au-delà de ces stades de football, il y aura un stade annexe doté d'une piste d'athlétisme et d'une tribune de 2000 places, mais aussi un stade d'entraînement multifonctionnel, 4 vestiaires, 4 salles de massage avec bassin balnéothérapie, salle de fitness, mais aussi pour la presse, il y aura 1664 sièges réservés à la presse, 40 desks réservés aux commentateurs, dont 14 permanents, une salle presse équipée de 582 postes de travail, mais aussi 4 studios. Et au total, il y aura 2500 ouvriers sénégalais et turcs pour réaliser cet ouvrage ambitieux, Sertidia. Voilà, merci à vous, Pape Faraning. Le reste de l'actualité avec Toubatoul dans le département de Thiès, des populations refusent de payer l'impôt. Elles ont boycotté également le paiement de la facture d'eau et cela a impacté sur le fonctionnement du forage et de la collectivité locale. Autant de problèmes soulevés par les autorités locales. Les acteurs au développement sont dans la dite localité pour une médiation et une sensibilisation des populations. Cheikh Anta Diop, c'est Ilatir. À Toubatoul, les populations refusent toujours de payer l'impôt. Le non-paiement de la patente est un des facteurs qui bloque le fonctionnement de la collectivité territoriale. Dans ce match hebdomadaire, nous avons de sérieux problèmes pour la collecte des recettes. Si vous allez dans le forêt, il y a problème. Là où il y a les vendeurs, il y a problème de faire la collecte. C'est général au niveau de la commune. Il y a l'impôt que les populations doivent payer. Et si les populations ne payent pas l'impôt, ça va aussi handicaper vraiment nos investissements au niveau de la commune. Le maire en a profité aussi pour étaler tous les maux dont souffre sa collectivité locale. Personne n'a pas le droit d'inciter les populations de ne pas payer l'eau. Comment se fait que dans une commune comme ça, tu demandes aux populations de ne pas payer de l'eau et ces populations parviennent à avoir de l'eau? C'est pas possible. Pour fonctionner le forêt, il faut de l'électricité ou bien du gasoil. Si les gens ne payent pas. Il faut que les populations aient un minimum de civisme. Les collectivités territoriales ne seront plus viables si les citoyens refusent de payer l'impôt. Cette prise de conscience-là, véritablement, va davantage changer la chose et permettra à la collectivité territoriale aussi davantage de pouvoir gagner ces ressources-là et en réalité pour les réinvestir pour les populations-là. Quand il y avait un déficit de communication. Ce forum communautaire avait réuni tous les chefs de village de Toubatoul, les commerçants et éleveurs, une manière de les sensibiliser sur la pertinence de la patente.
Nous allons à Tambacounda à présent avec la grève des transporteurs de la sous-région de l'Union des routiers du Sénégal, le Synacor du Mali et de l'UCRAO. Un manque à gagner énorme pour le trésor public et la municipalité de Tambacounda, comme vous allez le constater dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. La grève des transporteurs, un manque à gagner énorme pour la municipalité de Tambacounda et le trésor public. À Tambacounda, ville carrefour sur le corridor Dakar-Bamako, le mot d'ordre de grève est bien respecté. Comme déjà c'est nous qui sommes les premiers à perdre. Donc la mairie aussi va perdre. Tant que les camions ne roulent pas, la mairie n'encaissera pas d'argent. Parce qu'à chaque fois que nous passons, nous avons droit à payer 1000 francs. Donc actuellement que nous sommes garés, la mairie ne va pas réussir. La grève concerne les gros porteurs, tous les gros porteurs internationaux, pas embauchés. On n'est pas dans l'INPS ni AMO. Vraiment, nous sommes dans des conditions très défavorables. Avec le secrétaire régional Moustapha Dien, avec nos camarades maliens de la Synacor, tous les camions sont garés. Au niveau de Tamba, il n'y a pas de trafic. Le transport est complètement paralysé. Nous demandons les 3 postes de contrôle. On dit non au permis. Nous sommes pour le permis à point, mais on attend que les mesures d'accompagnement soient accomplies. Donc nous demandons, camarades, les aires de repos pour que nos chauffeurs puissent garer pour se reposer. Les restauratrices se réjouissent de ce moment de grève qui immobilise des dizaines de camionneurs et leurs apprentis aux alentours des gargotes. En définitive, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moussa Omar Gueye, le manque d'infrastructures dans la sous-région ouest africaine en sérieux handicap au développement. C'est le constat des experts de la CEDEAO. En conclave à Dakar, les tracasseries au niveau des frontières posent problème également, comme c'est le cas des transporteurs sénégalais et gambiens. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mayacine Camara. Il est le secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire au micro de Mambiram Diouf. Dans ces 4 domaines, le diagnostic dans la sous-région est assez sombre et l'UEMOA et la CEDEAO ont pris la décision d'intégrer leur intervention et leur coordination dans les différentes politiques et programmes qui ont été formulés au niveau de la sous-région. Et je pense qu'entre le Sénégal et la Gambie, il ne doit plus y avoir de problème. Les chefs d'État s'entendent, les populations s'entendent. Je pense que ces mouvements d'humeur, on peut quand même arriver à les gérer. C'est des comportements quand même regrettables et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ça n'arrive pas. En tout cas, le président de la République a beaucoup regretté cet incident, du même que le président Barrow. Et je pense que toutes les dispositions vont être prises, pas des dispositions de force, mais de dialogue, pour que ces transporteurs aussi puissent toujours être ramenés de manière beaucoup plus diplomatique à la raison. Les fleuves africains peuvent apporter beaucoup aux pays africains, mais malheureusement cela n'a pas été fait. C'est le cas du Sénégal où les fleuves sont agressés par l'homme et les croyances également y jouent un rôle négatif. L'université Gaston Berger de Saint-Louis pour une meilleure gestion des fleuves a organisé une rencontre de réflexion et d'échange sur leur potentialité économique. Là-dessus, nous écoutons le docteur Ibrahim Bao, président de la Maison du fleuve Sénégal, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Sur la culture du fleuve en Afrique. On a mis le focus en Afrique parce que je crois qu'effectivement les fleuves regorgent de potentialités humaines, de potentialités à valoriser au service du développement des populations pour soulager les souffrances, améliorer les conditions de vie, etc. Et je crois que des moments comme ça, ce sont des moments de réflexion, de compréhension pour mieux comprendre les fleuves, pour mieux mettre en valeur les potentialités dont regorgent ces fleuves-là. Un fleuve, du moins, est une multifonctionnalité. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, un fleuve, il est peuplant. Déjà, le fait que les inondations créent de la vie, créent de la solidarité, créent de la sociabilité, créent de l'architecture, fertilisent les sols, il y a énormément de questionnements qu'on peut tirer de ce fleuve peuplant. Un fleuve, il est aussi peuplé d'activités sociales, culturelles, économiques, symboliques, où les dimensions, et d'une manière générale, on se rend compte que les projets d'aménagement
privilégie la dimension économique au détriment des dimensions sociales, culturelles et de la biodiversité. Et puis le volet navigation, prochain défi pour l'OMVS. Le ministre de l'eau et de l'assainissement invite les acteurs à s'y mettre pour l'atteinte de cet objectif, y compris le projet Gourbassi sur la Falémé et celui de Koukountamba en Guinée. Serigne Mbaïkam a visité ce matin les locaux du siège de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Le projet de navigation sur le fleuve Sénégal. L'accord commercial a été signé en octobre 2019 ici à Dakar. Nous devons tous nous retrousser les manches pour que ce troisième volet des orientations stratégiques de notre organisation à sa création puisse voir le jour. Le volet aménagement hydro-agricole a vu le jour. Le volet hydroélectricité a vu le jour. Il reste le troisième volet, le volet navigation. Tout à l'heure, le haut-commissaire l'a dit aussi, un des autres projets importants, c'est Gourbassi, qui permettra de réguler sur la Falémé, qui permettra de réguler davantage le fleuve Sénégal et qui permettra donc de sécuriser la navigation, mais en même temps de sécuriser la disponibilité de l'eau pour l'usage agricole dans des zones comme Matam par exemple. Un autre projet qui est gigantesque, important, mais qui va rentrer dans le cadre de la solidarité entre nos quatre États, sera le projet de Koukountamba, qui va être réalisé en territoire guinéen, pour lequel nous devons aussi faire toutes les diligences pour permettre à ce projet de voir le jour. Puis la douane, ou bien les douanes sénégalaises et maliennes disposent d'un nouveau système de gestion des marchandises en transit SIGMAT. Le système interconnecté permettra la facilitation et la sécurisation du commerce international dans le but de lutter contre les fraudes. Nous voyons les détails dans cet élément signé Mohamed Samb et Gervais Yao. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers est un projet important de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À cet égard, il convient de relever que le Sénégal et le Mali font partie des 4 États qui, avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont été les pionniers du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale PASSIR, qui a abouti à l'actuel SIGMAT. Ce système d'interconnexion de la CEDEAO permet la facilitation et la sécurisation du commerce avec à la clé plus d'informations pour contourner les risques sécuritaires et maîtriser la fluidité des transits. Le fait de disposer l'information de façon préalable, aussi bien pour les douanes sénégalaises que pour les douanes maliennes, devra leur permettre de pouvoir anticiper sur les risques, mais surtout de pouvoir voir quel contrôle il s'agira de faire. Mais également du point de vue sécuritaire, on aura plus de disponibilité d'informations. Et le Mali, effectivement, c'est la diminution des coûts, la célérité, mais on a des objectifs de façon transversale qui permettent vraiment de lutter contre la fraude et de maîtriser le flux de transit. Outre le partage d'informations pour sécuriser les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali, le SIGMAT va renforcer la compétitivité du port autonome de Dakar. Vous n'êtes pas sans savoir que le port de Dakar est dans une logique de compétition avec d'autres ports de la sous-région. Et justement, le fait de fluidifier, de faire que les échanges soient rapides, permet à ce port-là de pouvoir être décongestionné et par voie de conséquence d'avoir des recettes supplémentaires et d'être compétitif par rapport aux autres ports de la sous-région. Le système intègre de gestion des marchandises en transit est une application de la CEDEAO qui existe depuis 2013. L'outil interconnecté a l'ambition de faciliter les transports et la libre circulation des marchandises dans un contexte où les fraudes se font de plus en plus fréquentes en Afrique. Parlons de toute autre chose à présent avec Arline Boko qui exige encore une fois la libération de Guy Marius Sagna, coordonnateur de la plateforme. Il est en prison depuis près de 3 mois et au cours d'une conférence de presse ce matin, les membres du mouvement ont dénoncé la lenteur judiciaire dans l'affaire Petro-Tim et la cherté du coût de la vie au Sénégal. Compte rendu signé Chérif Dia et Tierno Laurent Mendy.
Dit Marius Sagna sous les verrous depuis plus de 80 jours. Une longue détention qui n'est pas du goût de Aly Ngouille Bok, dont il est le co-coordonnateur. La plateforme dénonce par la même occasion le musellement de l'activiste en prison. À ce jour, il reste en détention, dans des conditions réservées aux détenus très dangereux. Nous dénonçons avec la plus grande force cette atteinte des libertés publiques et cette justice à vitesse variable. Nous exigeons qu'il soit mis fin à cet emprisonnement. La situation économique du pays, marquée par la hausse du prix de l'électricité et de certaines denrées de première nécessité, est aussi décriée par la plateforme. Le peuple sénégalais souffre. Il souffre de la cherté de la vie induite par l'augmentation des tarifs de l'électricité. Ce combat est porté par Nyolank. Il souffre aussi de l'augmentation des denrées de première nécessité, du système scolaire à l'agonie, des structures de santé inadaptées, du chômage massif des jeunes, du défaut généralisé de plans directeurs d'urbanisation et de bien d'autres mots. Une plateforme qui milite pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles dénonce la lenteur notée dans le traitement judiciaire de l'affaire Petro-Tim. Nous restons sur notre faim de vérité et avons besoin d'être édifiés sur la suite que la justice sénégalaise réservera à ce dossier. Notre crainte serait d'assister à un enterrement de première classe de cette affaire par les autorités du pays. Nous estimons que la simple exploitation du rapport de l'inspection générale d'État ainsi que l'étude des traces des flux financiers échangés aurait pu donner des résultats tangibles. Autant de sujets que Aly Ngouille Bok compte aborder ce samedi lors d'une conférence publique. Nous restons avec Fatou Blondin. Diop qui affiche son scepticisme après la décision du président de la République de suspendre l'acquisition des véhicules de service et de fonction jusqu'à nouvel ordre. La coordonnatrice de la plateforme Aly Ngouille Bok dénonce une gouvernance gabegique de Macky Sall. Elle l'invite à faire un diagnostic de la masse salariale de l'État. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia. Nous attendons de voir. Parce que les déclarations, les slogans, les intentions, ce n'est pas à ce stade-là que nous allons réagir. Mais tout le monde sait que le combat que nous menons, il y a une intonation quand il vient de le dire. Est-ce que Macky Sall, qui quand même arpente les bureaux, le poste de ministre, le poste de DG, le poste de Premier ministre, le poste de président de l'Assemblée nationale. Il vient de découvrir qu'il y a gabegie. Mais qui est-ce qui achète ces véhicules? Quand on nomme près de 50 ministres, mais il faut ce qu'il faut pour que il y aura autant de véhicules, autant de fonctionnement. Quand on nomme autant d'agences, il y aura autant de véhicules, ça va avec. Donc le problème, ce n'est pas le véhicule en tant que soi, ce n'est qu'une ramification d'une gouvernance gabegique de nos ressources. C'est ça le problème. C'est-à-dire c'est la pléthore de ces équipes, de ces ministres conseillers, de ces ministres tout court, de ces ministres sans portefeuille, de ces agences, de ces ambassadeurs itinérants, de ces représentants dans les consulats. Il n'y a pas que le Sénégal, dans les consulats, allez voir les consulats. C'est pléthorique. Là où il y avait 2 personnes, aujourd'hui il y en a 20. Tout le monde a un statut. Donc on parle des véhicules, mais on n'a qu'à parler aussi de la masse salariale que ça implique. Plus des Sénégalais interrogés ont accueilli positivement cette décision. Même certains se disent pessimistes quant à l'issue de cette affaire. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Mohamed Samb et Gervais Yao. Moi, je pense que c'est une mesure à saluer parce que le train de vie de l'État, comme on le sait tous, il est extrêmement lourd. Donc aujourd'hui, si le président décide de suspendre l'achat des véhicules, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être du gaspillage dans ces achats-là et que tout n'a pas été clair. Donc pour moi, c'est une mesure à encourager et il est là pour les Sénégalais. Je dirais que c'est une très bonne nouvelle parce que acheter des voitures de gauche à droite, bon, ça paye pas quoi. Avoir 6 à 7 voitures, ça sert à rien quoi en fait. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle et il avait pris des mesures concernant le train de vie de l'État. Voilà quoi, donc maintenant
La question est de savoir est-ce qu'il y aura le suivi nécessaire et de nous faire un bilan avant et après cette décision, quoi. Parce que voilà, les Sénégalais, bon, ils avaient pris des décisions, mais on n'avait pas un bilan en fait. Voilà, c'est de nous aider à réduire les coûts généraux, c'est tellement bien. Mais bon, est-ce qu'il y aura un suivi là-dessus? Je veux l'annoncer également dans les titres de cette édition, le restaurant central de l'UCAD qui a recommencé à servir les étudiants après 72 heures d'arrêt pour des travaux. Un incendie, rappelons-le, s'y était déclaré lundi dernier, occasionnant quelques dégâts. Le directeur général du COUD a effectué ce matin une visite pour observer personnellement la reprise du service. Abdoulaye Sow a annoncé des mesures pour éviter des incidents de ce genre. Al-Hassan Ba, Pape Sangonembaye. Centrale reprend du service. Sur place, le personnel s'active à la tâche après l'incendie qui s'est déclaré lundi dernier. Nous avons fait veiller 2 nuits pour tenter de rétablir très rapidement l'ensemble des installations qui ont été endommagées. Effectivement, hier, depuis 3 heures du matin, nous avons fini les réparations et les entretiens nécessaires pour une reprise des prestations. Alors, nous avons fait les essais. Aujourd'hui, tous les appareils fonctionnent de manière correcte, y compris les 2 marmites qui avaient créé le feu. Une évaluation est faite, un nouveau dispositif mis en place ou en train d'être mis en place. Le COUD a pris les devants pour éviter dans l'avenir des incidents du genre. D'événements pareils, heureux ou malheureux, il faut toujours en tirer les leçons. Par exemple, nous avions constaté que dans nos restaurants, dans tous les pavillons, il n'y avait pas des extincteurs. Nous avons commencé l'installation, vous pouvez le constater. Et ensuite, inviter les uns et les autres à plus de vigilance dans le travail. Et que les services de sécurité aussi continuent à veiller sur les biens et sur les personnes. Parce que tout porte à croire que cet incendie vient d'une défaillance humaine. Et nous avons décidé de renforcer le dispositif pour que tout soit surveillé, que tout soit sous contrôle. Et rendre grâce à Dieu. Et se dire que certains qui avaient dit que ce restaurant est en cendre, vous constatez qu'il n'est pas en cendre. Et on ne peut pas remettre un restaurant en cendre en 72 heures. Le directeur général Abdoulaye Sow a également visité quelques travaux au pavillon A. Et puis le directeur général de la Sénélec, lui, se félicite d'une capacité de production suffisante pour la société nationale. Pape Demba Biteye annonce que 2020 est déclarée année commerciale pour la Sénélec. Je vous propose de l'écouter dans cet élément. Aujourd'hui, Sénélec a relevé le défi de la disponibilité de l'énergie. Donc nous avons une capacité de production suffisante. Et quand je suis arrivé, j'ai constaté que les clients d'affaires qui constituent 1% de la clientèle de Sénélec nous permettaient de recouvrer 50% de notre chiffre d'affaires. C'est pourquoi j'ai décidé que l'année 2020 est l'année commerciale au niveau de Sénélec. Donc, qui déclare année commerciale doit pouvoir s'occuper de ces clients qui font le chiffre d'affaires de Sénélec. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre qui se veut une rencontre d'échange, mais surtout de partage, pour leur faire comprendre l'ensemble des investissements que Sénélec est en train d'effectuer, pour les satisfaire en leur donnant une énergie de qualité, une énergie disponible. Nous allons à Fatick. 8,5 milliards de francs CFA seront bientôt investis dans la région dans le cadre du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Un projet qui prévoit de réaliser des ouvrages anti-sel pour lutter contre la salinisation des terres afin de développer l'agriculture et la pêche. Et plus 28 000 emplois seront également créés par ce projet financé par la Banque africaine de développement. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur veut avant tout contribuer à freiner la salinisation des sols dans la région de Fatick. Il compte réaliser à cet effet des ouvrages anti-sel dans des communes de la région. Fatick a toujours cette problématique de salinisation des terres agricoles. Et le projet à ce niveau va travailler sur la mise en place d'ouvrages anti-sel, de digues anti-sel. Au moins les 50% des réalisations sont prévues pour la région de Fatick. Comme vous le savez, la culture du riz
prend de plus en plus donc, de l'ampleur, surtout le riz pluvial. Mais un riz pluvial, la promotion est limitée par un taux de salinisation extrêmement important. Donc le projet sur ce plan-là va beaucoup travailler. Et dans le cadre de ce projet, ce sont un peu plus de 8 milliards de francs CFA qui seront investis dans la région et les secteurs de l'agriculture et de la pêche seront privilégiés. Sur le maraîchage et l'arboriculture, nous allons dans cette région-là réhabiliter l'écloserie qui est là et qui peut couvrir pratiquement beaucoup de régions du Sénégal, mais aussi renforcer l'usine d'aliments de poissons qui a été donc construite dans le cadre du PDRS, la réhabilitation de la mangrove avec toutes les activités qui vont tourner autour de cela. L'autre objectif majeur du Proval est de promouvoir l'entrepreneuriat rural et sa mise en œuvre va permettre à des milliers de jeunes et de femmes de la région de Fatick d'avoir de l'emploi. Le projet ambitionne de créer, comme on le dit, 28 000 emplois décents, de créer aussi des micro, petites et moyennes entreprises rurales. Outre Fatick, 7 autres régions du Sénégal sont bénéficiaires du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur Proval CV. Il est financé par la Banque africaine de développement pour un coût global de 80 milliards de francs CFA. Merci à vous, Aminata Goudiaby. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. L'antenne est à vous, Aram Touré, pour la deuxième partie de Soir d'Info. Merci bien, cher Tidiane Diao.